Bien, donc, je suis très surpris parce que vous êtes très nombreux à participer, à vous intéresser à cette question. Merci d'accueillir un provincial, parce que je viens du Gard, c'est loin le Gard, il y a plus de soleil. Mais rassurez-vous, je connais bien Paris parce que j'y ai vécu quand même pas mal de temps. Effectivement, c'est une question de cette souffrance au travail. Elle est de plus en plus prégnante et j'espère que je serai à la hauteur de vos attentes sur le sujet. Je tiens tout d'abord à remercier le très gros travail effectué par Marie Peset depuis l'ouverture de la première consultation souffrance et travail en 1997. Son travail a permis que se développe ce concept, d'abord en France, puis maintenant en Europe, avec aujourd'hui plus de 200 consultations opérantes. Je remercie également toutes les personnes qui travaillent dans la structure de souffrance et travail, qui permettent un partage d'informations indispensable à nous les provinciaux, parce qu'on est loin de Paris, et indispensable également à tout le réseau, mais aussi à toutes les personnes en difficulté dans leur travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes vont largement consulter le site, par exemple, et moi je m'en fais l'écho également au travers des personnes que je suis amené à recevoir. Et c'est un site qui est remarquablement conçu, parce qu'on trouve très facilement et très rapidement l'information. Et merci également à Patrice, qui est l'organisateur de ces cafés santé-travail, de m'avoir permis de présenter ce livre, donc La fabrique de la violence au travail, et qui représente un petit peu le questionnement suite à ce que je vois au quotidien dans les consultations et dans les personnes que je suis amené à recevoir. Donc dans ce livre, je regarde un petit peu quels sont les changements qui font que le travail rend malade, et cela depuis quelques dizaines d'années maintenant. Donc je me présente, je suis Daniel Sartor, je suis psychologue clinicien, psychologue du travail, je suis président de l'association Souffrance au travail du Gard. Donc après avoir travaillé un peu dans la sidérurgie, et plus de 20 ans à France Télécom comme fonctionnaire, où j'étais, c'est pour moi une très belle expérience au début, mais qui s'est très vite gâtée vers la fin, quand je suis retourné à France Télécom, cette fois-ci non plus en tant que fonctionnaire, mais en tant que contractuel. Et France Télécom n'existait pratiquement plus, puisque l'entreprise était en train de se transformer en Orange. Alors, il suffit de se souvenir que dans les années 2000, lorsque le PDG de l'entreprise, Didier Lombard, parle d'une mode des suicides, alors que dans les faits, il cherche à faire partir par la porte et par la fenêtre, plus de 22 000 personnes dans les années 2007-2008. Et ça, sans les licencier. Parce que le licenciement, ça coûte cher. Donc, il a été condamné depuis, en première instance, en décembre 2019, pour harcèlement moral, avec quelques autres dirigeants. Et la condamnation a été confirmée en appel, ce qui est une première, la condamnation d'un dirigeant d'entreprise pour harcèlement moral. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Comment? Ils ne sont pas arrêtés là puisqu'ils partent en cassation. Oui. Excusez-moi. En 2019, oui. Si vous voulez bien, on posera les questions après la conférence de M. Ça Sartor. c'est important maintenant. Merci. Oui. Mais je croyais que la cassation, elle a été jugée en 2021. Pas du tout.
Donc aujourd'hui, j'anime une consultation souffrance au travail du Gard à Nîmes. Elle fait partie donc des 200 consultations de Marie Peset. Et dans cette consultation, donc, je fais de l'accueil individuel et je mets les personnes en relation avec les médecins, les juristes, afin qu'ils ne pas rester seuls. Et j'organise également dans cette consultation des groupes de parole. Et ces groupes de parole ne les emplissent pas. Donc l'écriture de ce livre, La fabrique de la violence au travail, interroge mon parcours professionnel entre les débuts où j'étais bien au travail, comme je l'indiquais, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, à l'époque, jusqu'aux années 90, lorsque ça s'est dégradé gravement, et c'est à cette époque-là que je suis revenu à France Télécom une deuxième fois. Voilà. Il était important de comprendre que je et nous n'avons pas changé notre façon de procéder dans notre travail. Nous avons appris avec nos parents, tuteurs, maîtres d'apprentissage, enseignants. Enfants déjà, nous étions sous l'injonction de bien travailler à l'école. Et nous avons appris à travailler avec des valeurs, le sens de l'éthique, la loyauté, le respect d'autrui, l'esprit d'équipe, la créativité, l'anticipation. Nous étions responsables de nos comportements et de leurs conséquences sur notre travail. Et nous avions en retour la reconnaissance de nos pairs, ainsi que celle de la hiérarchie de l'entreprise. Bien que les conditions de travail se soient nettement améliorées depuis les débuts de l'industrialisation, et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, l'accès aux soins, prévention active sur les machines, manipulation des produits dangereux, protection individuelle, etc. Ce sont les organisations du travail, dont la responsabilité incombe aux chefs d'entreprise, qui se sont fortement dégradées. Un accroissement des charges mentales, au travers de l'ordinateur, du téléphone, relié en entreprise 7 jours sur 7, l'intensification du travail, la pression subie par la mise en concurrence des salariés, la précarité du travail et la peur qu'elle engendre, l'évaluation individualisée, mobilité imposée qui ne permet pas une expérience suffisante et entraîne à la longue une perte de compétences. L'isolement des salariés qui ne peuvent échanger le travail, d'équipe et qui ne peuvent échanger dans le travail d'équipe, les échanges étant bénis. Suppression des temps morts, etc. Tout cela n'existait pas auparavant. Donc, très brièvement, je vais vous raconter un petit peu d'où viennent ces nouvelles organisations. Dans les années 80, après l'introduction du taylorisme avec l'industrialisation du 17-18e siècle, l'organisation du travail change radicalement. Il se produit ce que Christophe Dejour a appelé un tournant gestionnaire, importé par les cabinets d'études américains. Pourquoi gestionnaire? Parce qu'elle remplace les ingénieurs par des gestionnaires. Après avoir inoculé ce venin dans les plus grands groupes français, ces nouvelles formes de management investissent maintenant les ministères et les collectivités, qu'elles soient territoriales, locales, etc. Et d'où cela vient? Les recherches effectuées par l'historien Johan Chapoutot, présentées dans Livre d'obéir, chez Gallimard, posent la question. Les idéologies nazies ont-elles infusé l'organisation du travail et le management moderne? Il en apporte une démonstration saisissante, je cite. Les nazis ont très bien compris que pour produire dans des quantités inédites dans l'histoire, il fallait motiver le matériau humain, que l'on appelle aujourd'hui la ressource humaine, le facteur de production qui était le facteur travail. Fin de citation. La mise en œuvre de ce génocide a nécessité le déploiement d'une industrie
reposant sur des méthodes d'organisation et de logistique. Ces crimes résultent de décisions politiques et économiques rationnelles prises par des technocrates. Cette correspondance entre hier, donc 39-45, et aujourd'hui, un homme l'incarne. L'ancien officier de la SS Oberführer, Reinhard Hohn, créateur dans les années 50 d'un institut du management qui formera jusqu'en 2000 plus de 700 000 cadres issus des plus importants groupes industriels, tels que BMW, Bayer, Opel, Colgate ou Ford, et même l'armée nationale de la République fédérale d'Allemagne. Sous cette impulsion, les chefs d'entreprise et maintenant les ministères et leurs institutions perçoivent qu'optimiser la seule force de travail n'est plus suffisant pour rester performant. Il faut y adjoindre la pratique d'une gestion efficace des stocks, de l'immobilier et des ressources humaines considérées comme des leviers pour faire progresser la performance de l'entreprise. Alors ça, je l'ai vécu à France Télécom. Quand je suis arrivé dans la deuxième partie de France Télécom, entre deux, il s'est passé 10 ans, et de 10 ans, j'avais monté un cabinet d'études, et j'avais suivi des cours à la chambre de commerce, et on m'avait dit, si vous voulez que les banques vous prêtent de l'argent, il faut avoir des immobilisations. Et ce que je n'ai pas compris quand je suis revenu à France Télécom, pour aller dans des bureaux qui étaient loués. Ainsi, les directeurs du personnel, dans le cadre de ces nouveaux gestionnaires, sont remplacés par des DRH, des ingénieurs par des gestionnaires, qui ne connaissent rien du travail et qui ne seront d'aucun soutien aux ouvriers et aux salariés, comme pouvaient l'être les ingénieurs. Et l'ouvrier se transforme rapidement en salarié, dont la définition du dictionnaire de l'Académie française définit comme qui reçoit un salaire en rétribution de son travail, ce qui ne dit plus rien du travail effectué, ni de l'identité du travailleur. Je rappelle une évolution du langage relative à l'identité du travailleur. Les ouvriers, ceux qui ont réalisé des œuvres d'art et qui ont bâti les cathédrales, sont devenus des ouvriers, épinglés par le taylorisme, pour être aujourd'hui des salariés, rejetons du néolibéralisme. On le voit, l'identité du travailleur et son savoir se réduisent au fil des évolutions des organisations du travail et du langage, modifiant ainsi la pensée, puisque nous sommes passés de l'œuvre d'art et toute sa richesse descriptive au seul montant du salaire perçu à la fin du mois. Notamment, ce changement, ce tournant de gestionnaire a détruit le savoir des ouvriers, et ce savoir, il est détenu entre ce que je développe de façon importante dans le livre, entre le travail prescrit et le travail réel. C'est là que se situe toute l'intelligence du travailleur. Et le fait de rajouter des procédures à d'autres procédures et de découper le travail de plus en plus finement, le travailleur, il n'a plus son mot à dire dans l'histoire. Donc, on le voit, l'industrialisation du XVIIe et XVIIIe siècle a façonné la création de biens de consommation de masse, en détruisant sur son passage l'identité, l'expérience, la qualification, le savoir-faire du travailleur, et qui déshumanise, devient un numéro, une ressource dans une organisation du monde du travail. Donc le piège se referme sur la classe ouvrière, la valeur de l'individu se réduit en même temps que ses revenus. C'est-à-dire que maintenant on ne dit plus qu'est-ce que tu fais comme travail, on dit combien tu gagnes. C'est ça un salarié.
Donc Taylorisme, Fordisme, Toyotisme se succèdent et pressurisent toujours plus le travailleur. Mais le Lean Management, le benchmarking, le NPS, c'est-à-dire le Net Promoter Score, le ranking, etc., tout ça sont des notions que je développe dans le livre, augmentent encore plus la découpe du travail sous contrainte de temps. Accroissent une pression exercée sur les travailleurs en multipliant les contrôles grâce en plus à l'informatique et maintenant l'intelligence artificielle. Ça met les salariés en concurrence par une évaluation individuelle de leur performance. Ces nouveaux managements prennent la qualité totale, contraignent les salariés à une politique du chiffre auquel chacun doit s'auto-évaluer. Alors cette politique du chiffre, hein, on la retrouve partout, notamment dans les hôpitaux, la police, même au niveau du commerce. Pour finir le tableau, le développement des open space et maintenant le télétravail déshumanise, dépersonnalise et isole les salariés de leur environnement de travail. Alors il faut bien voir la contribution du Covid, hein, de ces 2 années, notamment au niveau du télétravail. Alors, moi, je ne suis pas contre le télétravail, si vous voulez, mais je pense qu'il y a un isolement des personnes du fait qu'ils ne se retrouvent pas ensemble, et ce n'est pas les vidéos et les visios faites qui vont changer grand-chose. Cette idéologie même. Cette idéologie managériale est imposée par le marché et par un libéralisme qui n'a rien à faire des frontières. Donc, il multiplie les routes du commerce, soit par l'air, mer ou terre. Qui plus est, en oubliant les problèmes de pollution, mais le marché, comme vous le savez, a toujours raison. Pendant les 30 Glorieuses, il y avait un contre-pouvoir qui s'opposait naturellement à la direction de l'entreprise et au développement tout azimut du marché. Les syndicats avaient ce rôle, ils étaient présents dans les entreprises à plus de 30%. Tout ce qui était fabriqué faisait partie intégrante de la culture de l'entreprise. Les décisions se prenaient, les décisions patronales, se prenaient en lien avec la capacité, la compétence et l'expérience des travailleurs. L'orientation et le développement de l'entreprise prenaient en compte des valeurs économiques, commerciales et marketing du marché et tenaient compte du savoir, des compétences et des capacités de travail internes de l'entreprise. Aujourd'hui, ce contre-pouvoir ne représente presque plus rien, moins de 7% de personnes syndiquées. Les décisions, les orientations, la politique de l'entreprise sont mises en place par les actionnaires et s'imposent à l'entreprise et aux travailleurs. C'est ce qui fait la différence entre un président et un directeur général. Le président est le président du conseil d'administration et le directeur général, il est directeur de l'entreprise. Et c'est le président qui fait la politique de l'entreprise et qui impose cette politique au DG. Et le DG, lui, comme on dit, lui seul. Alors, qu'est-ce que le marché? Le marché apparaît récemment, à partir du siècle des Lumières. Les États instaurent le marché grâce à des lois et des règlements pour émanciper le commerce au loin, la colonisation. C'est un mode d'organisation des échanges où toutes les activités de production et de circulation sont prises en compte. De plus, le marché occupe une place hégémonique dans les sciences économiques, d'Adam Smith aux libéraux contemporains. Tous y voient le principe central de l'économie. Pour eux, le marché a toujours raison et prévaut sur toute forme
de relations marchandes. Et pour le marché, l'État n'est pas une solution, c'est un problème. Lorsque l'État met en place des régulations, des taxes, des impôts, il entrave la liberté du marché. Traditionnellement, les économistes libéraux opposent le marché à l'État. Du point de vue du marché, l'État n'aurait aucun rôle à jouer dans les négociations contractuelles entre États, entre entreprises ou entre entreprises et salariés. Tout simplement parce que les règles qu'impose l'État entravent le bon fonctionnement du marché. En France, en fonction de ce principe, si vous voulez, en France, il y a 68 entités publiques entre 1986. Alors 1986, il y a eu Saint-Gobain, Paris-Basse, TF1 qui sont passés du public au privé. Jusqu'en 2019, alors en 2019, c'était Engie, la Française des Jeux, qui ont basculé du public vers le privé. Parmi les privatisations qui ont eu lieu entre ces deux dates, il faut noter des banques, comme la BNP, le CIC, des fleurons de l'industrie, comme Péchinet, Airbus, Gaz de France, EDF, Thomson Multimédia, France Télécom bien évidemment, et tous les aéroports de France. Toutefois, une analyse plus fine suggère qu'il n'y a pas de marché sans intervention de l'État. En effet, les marchés publics représentent encore une part importante du produit intérieur brut, d'où la volonté du marché de réduire cette part en privatisant, comme je viens de le dire, tout ce qui peut l'être. En France, le marché s'est allié à l'État pour que les règles soient favorables aux entreprises. Alors je vous invite à lire, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, Les Nouveaux Maîtres du Monde de Jean Ziegler. Il y décrit la naissance de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et le FMI, le Fonds monétaire international, qui est en fait le bras armé de l'OMC. Et ce FMI pousse les pays pauvres vers le libéralisme en ne leur accordant des prêts que s'ils cèdent leurs services publics à de grands groupes internationaux. Alors ça vaut pour les pays d'Amérique du Sud, par exemple, Brésil, Argentine, etc. Bon, en Europe, il y a eu la Grèce, qui a aussi subi ces pressions. Voilà comment se fabrique et s'étend la mondialisation en sacrifiant les services publics et en réduisant par conséquence les budgets de l'État, qui ne peut plus garantir les services publics comme la santé, l'enseignement, la justice. De plus, la science collabore avec le marché. Elle promeut la technoscience et l'économie en s'appuyant sur une flopée d'experts en tout genre, capables de vendre leur mère pour vanter les mérites du marché. Il est important de comprendre d'où nous venons et où nous allons. L'histoire se répète et on l'oublie trop souvent. Dans un de ses derniers livres chez l'Harmattan, La planète Camp, Joseph Roussel fait un état des lieux peu réjouissant. Joseph Roussel est un ancien éducateur spécialisé, devenu psychanalyste et formateur pour les travailleurs sociaux et superviseur d'équipe. C'est également un poète. Et ce livre lui est venu tout simplement parce qu'il est né dans un camp à Perpignan. Donc il y avait les camps espagnols qui étaient stockés. Et il a vécu 7 ans dans un camp. Voilà, pour l'histoire. Donc je cite l'introduction de son livre. Herbert Guéric, musicien raté,
mais conseiller du ministre de l'Éducation du peuple et de la propagande du Reich, Joseph Goebbels, lui glisse un jour à l'oreille l'idée géniale de créer dans les camps d'extermination des orchestres, des Lagerkapelle, pour apaiser les prisonniers avant l'abattoir. L'atmosphère irrespirable du camp qui s'étend sur toute la planète mêle la novlangue de la musique d'ambiance, celle qui s'insinue partout dans les magasins, les ascenseurs, les bistrots, jusque dans les rues. Le règne des images fait flore, des caméras qui traquent nos moindres gestes dans l'espace public, jusqu'à celles chirurgicales qui explorent le plus intime de nos corps, en passant par l'espace social, soumis aux impératifs de la vidéo tous azimuts, sous l'emprise d'un œil absolu. Novlangue, musique d'ambiance, images vont de pair et forgent le fond de scène de la machine qui gère le camp. Il ne s'agit pas d'accompagner la mise à mort des êtres. Le nazisme, c'était de l'artisanat grossier. Mais lentement et progressivement, de réduire à l'état de néant l'humanité même des êtres, de les réifier, corps, esprit et âme, en les transformant peu ou prou en objets consommables du marché, bras armés de la machine, et qui plus est, avec leur propre consentement. Fin de citation. La machine, on peut la considérer comme étant le néolibéralisme, qui évolue vers une forme de totalitarisme. Thomas Hobbes parle déjà, en 1651, de méga-machines dans le Léviathan. Donc Joseph Roussel associe l'image des camps et de la musique qui accompagne hommes, femmes, enfants à la mort à notre planète Terre. Et sa musique à elle, la novlangue managériale, un langage de domination pour endormir la pensée critique en simplifiant le vocabulaire, les mots, réinventant le réel et la vérité pour nous mener à notre perte. Mais cette fois avec notre consentement, obtenu par pure absence de pensée de notre part. Nous sommes la planète Camp, dit-il, et contrairement au camp d'extermination, il n'y a pas d'extérieur à notre planète. On ne peut pas se sauver. Alors le concept de novlangue est imaginé par Orwell dans 1984, mais également dans plusieurs de ses écrits. Alors je vous donne quelques exemples de novlangues qui ont été repris depuis. Si je suis qu'à contact, sans attendre, je m'isole et je préviens mes proches. Avec Carrefour, je positive. Oui. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Les recommandations ne sont pas l'impératif. Personne. Une telle façon de faire a pour effet de priver son destinataire de toute initiative, alors que l'impératif laisse le choix de dire non. Patrick Lelay, en 2004, avoue que seule la logique mercantile le préoccupe. Alors il dit, à la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola à vendre son produit l'acheter. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible. C'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Fin de citation. Aujourd'hui, les réseaux sociaux manipulent la vérité de telle sorte que nous ne savons plus où trouver la vérité, ni où la chercher. Nous avons perdu notre esprit critique, et nous n'avons plus la volonté d'aller vérifier le vrai et le faux, ne serait-ce que pour se faire une opinion personnelle.
Il est plus facile de se raccrocher aux opinions des autres, à la doxa. S'il le dit, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité. Il n'y a pas de fumée sans feu. On le voit avec la novlangue, lâchez sur les mots, et vous lâchez sur la chose. Regardons ce qu'en dit Orwell dans 1984. La force de Big Brother n'est pas de soumettre les individus, il s'attache au contraire, avec la novlangue, à en sculpter les sentiments, sans qu'ils s'en aperçoivent, à lui dire qui ils sont, et surtout ce qu'ils veulent. Alors, écoutons O'Brien. Nous ne nous contentons pas d'une obéissance négative, ni même de la plus abjecte soumission, explique O'Brien à Wilson Smith. Quand finalement vous vous rendez à nous, ce doit être de votre propre volonté. Nous ne détruisons pas l'hérétique parce qu'il nous résiste, nous le convertissons. Nous captons son âme, nous lui donnons une autre forme. Le commandement des totalitaires était « tu dois », notre commandement est « tu es ». Tu es. La novlangue est une antilangue. Le principe est que plus on diminue le nombre de mots d'une langue, plus on diminue le nombre de concepts avec lesquels les gens peuvent réfléchir. Et plus ils résonnent à l'affect. Cela rend les gens stupides, manipulables par les médias de masse et évite toute critique de l'État et du système. L'objectif ultime étant d'empêcher l'idée même de la critique. Alors je développe tout ça dans le livre de façon importante. Donc, bon, actuellement dans notre société, il y a deux formes de totalitarisme qui prennent un petit peu appui qui prennent appui fortement sur la novlangue. C'est l'Occident avec l'outil de la novlangue, des fake news, les médias, etc., employés par les entreprises pour affaiblir l'État en s'attaquant à la pensée critique. Et puis je dirais une autre forme de totalitarisme comme en Chine par exemple, où c'est l'État qui impose son idéologie au travers d'une pensée politique et sociale et qui de façon encore plus violente éduque l'hérétique dans ces camps de redressement. Dans les deux cas, la science et l'innovation sont au service de ces dominants. L'IA est utilisée pour surveiller, contrôler, éduquer et diriger le peuple que les États veulent soumettre. Alors une parenthèse sur l'IA. Pourquoi croyez-vous que les États-Unis et la Chine sont les champions de l'affaire? Vous pouvez imaginer que le prochain conflit aura lieu essentiellement entre ces deux États, à mon avis. Ce n'est que mon avis, mais... Et donc, l'intelligence artificielle, quoi de mieux pour la stratégie, pour les stratégies de guerre? Quoi de mieux pour remplacer les soldats humains par les robots? Et aujourd'hui, ça existe, hein, les robots tueurs, et qui sont autonomes. Jusqu'à présent, on nous a fait croire qu'il y avait un homme derrière qui appuyait sur le bouton. Maintenant, les robots tueurs, ils sont autonomes. Donc il faut voir ce qui se passe en Ukraine et en Israël, par exemple. Et celui qui gagnera cette guerre, dirigera le monde. Avec son joystick. Et la guerre sera dirigée, orientée à l'aide de joystick, comme pour les jeux vidéo. Voilà. Donc, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est sur la banalité. La banalité du mal comme mal politique en France. C'est le titre du livre de Hannah Arendt. Je suppose que vous connaissez Hannah Arendt, qui a participé au procès d'Eichmann à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La machine de guerre en Allemagne a permis la collaboration et l'acceptation, plus ou moins directement, des camps de concentration. Elle a inscrit la banalité du mal au cœur de l'humanité. Au procès d'Eichmann, Hannah Arendt dit
Il n'est pas stupide. C'est la pure absence de pensée qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque. La pure absence de pensée. Nous procédons de même aujourd'hui, comme le disait Jacques Chirac au sujet du dérèglement climatique, la maison brûle et nous regardons ailleurs. La politique et l'idéologie fournissent le prêt à penser, assurant le déni et le clivage de la réalité indispensable au mode opératoire qu'elle exige. Le politique est lui-même emporté dans son élan idéologique, dans son exigence d'efficacité, et oublie les conséquences délétères de ses actes sur les populations. Il fonctionne en fonctionnaire zélé, dans le déni de la réalité. La banalité du mal, c'est l'instauration d'une absence de questionnement au rapport ordinaire à ce qui est fait. Il est logique que face à la non-pensée, la pensée critique soit impuissante à faire bouger les lignes. On comprend l'inflation d'exigence, de reconnaissance qui emplit la sphère du travail, mais pas uniquement. Ces symptômes d'intérêts fondamentaux pour les individus, faire mais aussi mentionner, discuter et partager, tournent à vide et ne trouvent pas à s'investir. Donc, un petit mot optimiste, je pense que nous, on coulera au fond de la piscine, mais les jeunes, ils trouveront peut-être le moyen de donner le coup de pied salvateur pour remonter à la surface. Et je pense qu'on peut rester là-dessus. Je dirais qu'en conclusion, il est important de résister contre ces dérives langagières et le clivage de la pensée, même si certains nous traitent de terroristes pour nous ramener dans le bien-pensance du moment. Je vous remercie.